Bonjour, cette vidéo constitue la première partie du cours concernant le courant continu et les réseaux. Nous allons dans ce chapitre euh, connaître ce que c'est que le courant continu, comment peut-on le créer, et nous allons étudier quelques réseaux électriques parcourus par de tels courants. Alors, nous allons commencer par les définitions. Qu'est-ce que c'est qu'un courant électrique? Donc, un courant électrique résulte du déplacement de charges électriques dans un milieu conducteur. Dans un circuit électrique, les porteurs de charge sont les électrons. Bien sûr, dans un conducteur, les électrons de conduction sont libres de se déplacer. Lorsqu'ils se déplacent, ils déplacent avec eux une énergie. Cette énergie constitue le courant électrique. On dit que le courant est continu, donc CC, courant continu, ou DC, direct current en anglais, si le déplacement des charges est quasi-continu et dirigé dans un sens unique. Donc si l'intensité du courant électrique est constante et si le courant est dirigé dans un seul sens tout le temps, le courant est dit continu. Comment peut-on créer un courant électrique? Donc, quelle est l'origine du courant électrique? Ben, pour, euh, pour l'expliquer, prenons un exemple de deux conducteurs. Un conducteur A portant une charge QA est porté à un potentiel VA. Et un deuxième conducteur B portant une charge QB est porté à un potentiel VB, tel que VA est supérieur à VB. Que se passe-t-il si nous relions les deux conducteurs par un fil électrique? Alors, ce qui se passe, c'est que le fait que les potentiels des deux conducteurs soient différents, cela veut dire que nous avons un gradient de potentiel entre les deux conducteurs. Le gradient de potentiel crée donc un champ électrique. Donc, ce qui va se passer, c'est que les charges vont, sous l'effet du champ électrique, se déplacer de A vers B, si la charge QA est supérieure à la charge QB. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons avoir un déplacement de charge entre A et B, de sorte à ce que, vers la fin, il y ait un équilibre électrostatique entre les deux conducteurs. Vers la fin, le potentiel des deux conducteurs sera le même, donc V'A sera égal à V'B, et donc c'est aussi le potentiel d'un point M appartenant au fil conducteur. Donc, pendant le déplacement des charges de A vers B, nous avons créé un courant électrique. Donc, un déplacement de charge de A et B, c'est un courant électrique, mais ce courant est temporaire. Donc, il y a eu déplacement de charge jusqu'à ce qu'il y ait eu équilibre électrostatique. Ça veut dire jusqu'à ce que V'A soit égal à V'B. Dans ce cas-là, il n'y avait plus de champ électrique, il n'y avait plus de gradient de potentiel, et donc il n'y avait plus de force électrique sous laquelle il y aurait eu mouvement des électrons. Donc, une fois que l'équilibre électrostatique a été établi, il n'y avait plus de déplacement de charge, donc le courant s'est arrêté. C'est pour ça qu'on dit que le courant est temporaire. Comment faire pour créer un courant électrique permanent, c'est-à-dire un courant électrique qui dure dans le temps? Alors pour cela, il faudrait maintenir un état de déséquilibre entre les potentiels de A et de B. Ça veut dire qu'il faut empêcher que le potentiel de A soit égal au potentiel de B. Il faut toujours laisser le gradient de potentiel, donc le champ électrique, la force électrique, donc et le mouvement des charges, donc des électrons. Alors ceci est réalisable en utilisant un générateur. Donc le générateur, sa fonction est de maintenir le potentiel de A différent du potentiel de B. Donc, il crée une différence de potentiel entre A et B et la maintient constante. Donc, tout le temps dans le temps, tout le temps, nous aurons une différence de potentiel non nulle entre les conducteurs A et B et donc nous allons maintenir le mouvement des charges. Alors, j'en profite pour définir ce que c'est qu'un générateur. Donc, on appelle générateur tout dispositif capable de créer un courant permanent dans un conducteur. Pour cela, il doit être capable de maintenir une différence de potentiel entre ces bornes A et B. Les bornes d'un générateur sont appelées les pôles. Donc, nous avons
le pôle positif, il correspond à la borne qui a le potentiel le plus élevé. Et nous avons le pôle négatif qui correspond à la borne de potentiel la moins élevée. Quel est le sens conventionnel du courant électrique? Donc, nous savons que le courant électrique est le déplacement de charges électriques. Les charges qui se déplacent, ce sont les charges, donc ce sont les électrons. Ce sont les électrons qui portent les charges. Ce ne sont pas les atomes chargés positivement, mais ce sont les électrons qui se déplacent dans un conducteur. Donc, les porteurs de charge sont les électrons. Maintenant, quel est le sens conventionnel du courant électrique? Eh bien, Ampère, au début du 19e siècle, il a choisi comme sens conventionnel du courant électrique le sens de déplacement des charges positives. Ce n'est pas le sens de déplacement des électrons, mais c'est le sens de déplacement des charges positives. Donc, le courant électrique circule du pôle positif vers le pôle négatif à l'extérieur d'un générateur. Donc, voici un générateur. Donc, voici son pôle positif et son pôle négatif. Donc, le sens du courant, c'est le sens de déplacement des charges positives. Ça veut dire de la bande positive sortent les charges positives. Donc, elles circulent dans le circuit, dans le réseau et reviennent vers le pôle négatif. Donc, à l'extérieur du générateur, le courant circule de la borne plus vers la borne moins, mais à l'intérieur du générateur, le courant circule de la borne moins vers la borne plus. Une des propriétés du courant électrique, c'est son intensité. Alors, comment calcule-t-on l'intensité d'un courant électrique? Supposons que nous avons un conducteur parcouru par les électrons, donc par un courant électrique. Donc, si les électrons se déplacent dans ce sens, cela veut dire que le courant électrique, son sens est celui-là. Donc, c'est le sens opposé du déplacement des électrons. Donc, en vert ici, nous avons noté le sens du courant électrique. Alors, si nous prenons une section S du conducteur, alors, et si nous comptons pendant un temps dt le nombre de charges qui traversent cette section-là, donc le rapport dQ, donc le nombre de charges qui traversent la section que divise dt, vous donne l'intensité du courant électrique. Donc, et l'unité du courant électrique est l'ampère, qui est le courant fois seconde moins 1. Cela veut dire que si un courant a son intensité électrique I constante, et que s'il garde un sens constant, on dit donc que le courant est continu. Comment est le mouvement des électrons dans le vide? Donc dans le vide, il n'y a aucune matière. Les électrons, sous l'effet de la force électrique, subissent une accélération constante. Donc le mouvement des électrons sera un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Par contre, dans un conducteur, les électrons rencontrent les atomes du conducteur et donc vont subir, en plus de la force F1 qui est la force électrique, vont subir une force de frottement. Alors, cette force de frottement, généralement, est exprimée par la loi moins K fois V. Et donc, la relation fondamentale de la dynamique somme des forces égale à M1 nous donnera grand F1, force électrique, plus petit F1, force de frottement, égale à M1. Ça va donner une équation différentielle en l'équation différentielle va donner cette équation-là, cette solution. Donc, la vitesse sera dépendante du temps. Elle sera égale à une vitesse VL. VL, c'est la vitesse limite. Elle est égale par E à E. La charge élémentaire, la charge de l'électron fois K est une constante qui dépend du milieu, donc du conducteur, et petit m qui est la masse de l'électron. Donc VL fois 1 moins exponentielle moins T sur tau, avec tau étant une constante du temps. Donc, si on trace cette équation-là, cette solution-là en fonction du temps, si on trace V en fonction du temps, nous allons obtenir cette courbe-là. Donc, entre 0 et tau, là, t égale à tau, entre 0 et tau, la vitesse varie fortement avec le temps. Mais après, au-delà de t égale à tau, la vitesse est pratiquement constante, elle sera égale à VL. Alors, en faisant le calcul, en calculant cette durée tau, alors tau, c'est la durée du régime transitoire, ça veut dire c'est la durée
de l'étape où la vitesse dépend fortement du temps. Donc, si on calcule cette durée en temps, nous allons constater qu'elle est très très courte. Donc, la durée du régime transitoire étant extrêmement faible, ce régime sera négligé. On ne va pas considérer ce régime. Nous n'allons considérer que ce régime, ce qu'on appelle le régime permanent, pendant lequel la vitesse sera quasiment constante, donc qui sera égal à Vn. Donc, on peut considérer que le mouvement des électrons dans un conducteur est un mouvement avec une vitesse constante. Donc, c'est un mouvement uniforme. Donc, et l'existence de la force petit f, donc dans les métaux, dans les conducteurs, c'est une force de frottement entre les atomes du conducteur et les électrons. Elle, elle est caractérisée par un dégagement de chaleur. Plutôt, la conséquence de ce frottement-là est un dégagement de chaleur. Une partie de l'énergie cinétique des électrons est transmise aux atomes du conducteur qui se mettent à vibrer. Et donc, nous allons constater un dégagement de chaleur ou alors un dégagement de rayonnement à partir des atomes du conducteur. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet Joule. L'effet Joule, donc, c'est la conséquence du passage du courant électrique, autrement dit les électrons, dans un conducteur. Et l'interaction des électrons avec les atomes du conducteur, donc, nous donne l'effet Joule qui est un dégagement de chaleur ou de rayonnement. La loi d'Ohm, qu'est-ce que c'est? C'est une loi qui se rapporte au conducteur. Considérons un conducteur d'une certaine longueur. Par exemple, longueur L, parcourue par un courant électrique d'intensité I. Si on prend un voltmètre et qu'on mesure la différence de potentiel entre les bornes de ce conducteur, donc cette tension serait donnée par V qui est égale à la tension la plus élevée V2 moins la tension la moins élevée V1. Alors, si on fait le rapport V sur I, on va trouver une relation qui est égale à une constante qui est égale à R. Autrement dit, V sera égal à une constante R fois I. Donc, la différence de potentiel aux bornes d'un conducteur est égale à une constante fois l'intensité du courant qui traverse le conducteur. C'est la loi d'Ohm. Cette constante-là, R, est appelée résistance électrique du conducteur. Elle est exprimée en ohm. Dans un réseau électrique ou dans un circuit électrique, nous utilisons souvent des conducteurs ohmiques. Donc, un conducteur ohmique, c'est un conducteur qui obéit à la loi d'Ohm. V est égal à RI. Alors, ces conducteurs-là, nous allons les noter avec la constante R dorénavant. Donc, lorsqu'on va dire une résistance R1, ça veut dire un conducteur de résistance R1. Alors, comment regrouper les résistances? Si nous prenons ici, par exemple, 4 résistances ou 5 résistances, donc n résistance groupées ou reliées en série, comme ici, nous avons R1, R2, R3 jusqu'à Rn résistances donc reliées en série, ça veut dire parcourues par le même courant I. Donc, nous pouvons remplacer ces résistances-là par la résistance équivalente. Donc, ce groupement-là de série est équivalent à une seule résistance, donc un seul conducteur parcouru par le même courant et dont la résistance équivalente est tout simplement donnée par la somme des résistances individuelles. Donc R équivalent égale somme sur I allant de 1 jusqu'à 1 de RI. Par contre, si on regroupe plusieurs conducteurs en parallèle, comme ici, donc nous avons des conducteurs de résistance R1, R2 jusqu'à Rn groupés en parallèle, ça veut dire qu'un courant électrique arrive sur un nœud et qu'il est partagé sur ces résistances. Donc ces résistances ont la même différence de potentiel à leur borne, mais sont parcourues par des courants différents. Donc ce groupement de résistances en parallèle est équivalent à une seule résistance parcourue par le courant total I, qui est la somme des courants, et dont la résistance équivalente est donnée par cette loi.
Donc 1 sur R équivalent est égal à somme sur I allant de 1 jusqu'à N de 1 sur RI. L'effet Joule. Tout à l'heure, nous avons parlé dans une diapo précédente de l'effet Joule et nous avons dit que l'effet Joule, c'est l'effet thermique associé au passage du courant électrique dans un conducteur. Donc, il se manifeste sous deux formes, soit le transfert d'énergie sous forme thermique, donc dégagement de chaleur par le conducteur, soit par rayonnement. Donc, le conducteur rayonne, ça veut dire qu'il émet de la lumière. Alors, cette énergie-là qui est dissipée par effet Joule, pendant le passage d'un courant d'intensité I dans un conducteur de résistance R, peut être donnée par le travail des forces électriques, puisque les charges se déplacent sous la force électrique, donc leur travail est donné par dW qui est égal ici à la différence de potentiel aux bornes du conducteur fois l'intensité du courant qui traverse le conducteur fois dt, le temps. Donc, comme V est égal à RI, c'est la loi d'Ohm, donc nous aurons R fois I, donc RI au carré dt. Donc ça, c'est l'énergie, c'est comme ça qu'on calcule l'énergie dissipée par effet Joule. Alors, cependant, la plupart du temps, on fait le bilan d'énergie en termes de puissance. La puissance électrique est donnée par le rapport de l'énergie sur le temps. Donc, c'est dW sur dt qui sera donné tout simplement par RI au carré. Donc, la puissance dissipée par effet Joule dans un conducteur de résistance R parcouru par un courant d'intensité I est donnée par RI au carré. Nous pouvons écrire cette relation sous cette forme-là. Donc, soit P égale à RI au carré, soit P égale à V au carré sur R, soit P égale à V fois I. Alors, nous allons d'abord maintenant commencer par décrire un petit peu les constituants d'un réseau électrique. Donc, le réseau électrique contient des conducteurs, donc des résistances. Il contient aussi les générateurs électriques. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un générateur électrique? C'est un système qui transforme l'énergie, une forme d'énergie, par exemple une énergie chimique, une énergie mécanique, en une énergie électrique. Le générateur électrique ne crée pas de l'énergie, il ne fait que la transformer. Donc il prend une forme d'énergie et la transforme sous forme d'énergie électrique. Ça veut dire qu'est-ce qu'il va créer? Il va créer des charges. Il ne crée pas une énergie, il la transforme, mais donc il va transmettre de l'énergie à des charges. Alors, nous avons deux types de générateurs. Le générateur de tension, c'est un générateur qui délivre une tension constante. Alors et les générateurs de courant, ce sont des générateurs qui délivrent un courant constant. Ceci est le schéma représentatif d'un générateur. On le représente par euh, ce schéma, le premier schéma, qui comporte deux pôles, un pôle positif et un pôle négatif, et une petite résistance ohmique. Donc, par quoi est caractérisé un générateur? Il est d'abord caractérisé par ce qu'on appelle la force électromotrice, FEM. Alors, elle est notée grand E. Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente, ou sa valeur numérique est donnée par la différence de potentiel entre la borne plus et la borne moins. Donc E est égal au potentiel de la borne positive moins le potentiel de la borne négative. Alors, et on l'appelle force, mais en réalité c'est une tension. Donc, elle est mesurée en volts. Le courant électrique sort toujours de la borne positive d'un générateur. Il sort de la borne positive et rentre dans la borne négative. Alors, tout générateur est muni d'une résistance interne. Alors, cette résistance qu'on note généralement petit r, elle représente la résistance équivalente de tous les éléments constituant le générateur, où l'énergie est dissipée par effet Joule lorsque le générateur débite un courant. Donc, lorsque le générateur débite un courant, le courant électrique traverse le générateur et donc il traverse tous les conducteurs qui constituent le générateur. Et lorsque le courant parcourt un conducteur, il y a de l'énergie qui est dissipée par effet Joule.
Donc cette énergie qui est dissipée par effet Joule, on la représente par une résistance, on représente une résistance interne petit r, et on dit que toute l'énergie dissipée par effet Joule est dissipée sous forme enfin, dissipée dans une résistance interne petit r. Alors, quel est le bilan ou comment faire le bilan énergétique et le rendement d'un générateur? Alors, donc voici notre générateur. Ce générateur fournit donc une énergie, il fournit des charges électriques qui vont circuler dans un circuit extérieur. Le courant électrique sort de la bande positive, il parcourt le circuit extérieur et puis revient vers le générateur. Donc, si je mesure la différence de potentiel au banc du générateur, donc la différence de potentiel VA moins VB, elle va me donner une grandeur qui est égale à V. À quoi est égale cette grandeur V, la différence de potentiel VA moins VB? Elle est égale à toutes les différences de potentiel, toutes les chutes de tension entre les points A et B. Donc, qu'est-ce qu'on a comme chute de tension? Nous avons la force électromotrice E, donc nous avons cette tension-là, et nous avons aussi une tension ici au banc de la résistance interne. D'accord? Donc, VA, donc V qui est égal à VA moins VB, elle est égale à E. Alors, pas plus RI, la chute de tension au banc de la résistance R est égale à R fois I, c'est la loi d'Ohm. Alors, cette chute de tension est dirigée dans le sens inverse du courant parce que c'est une convention. C'est une convention par rapport aux conducteurs ohmiques, les résistances ohmiques. Donc, les résistances ohmiques, au bord des résistances ohmiques, nous avons une chute de tension qui est égale à RI. Cette chute de tension est dirigée, on la représente par une flèche dirigée dans le sens inverse du courant. Et bien, pourquoi elle est dirigée dans le sens inverse du courant? Lorsque les charges électriques pénètrent la résistance petit r, elles perdent de l'énergie, n'est-ce pas? Cela veut dire que l'énergie des charges en rentrant ici est plus grande que leur énergie en sortant. Ils ont perdu de l'énergie ici. Donc, le potentiel ou l'énergie, le potentiel, il est relié à l'énergie. Donc, quand on parle de potentiel, en fait, on parle d'énergie. Ça veut dire que le potentiel de ce point-là, ou l'énergie des charges en ce point-là, il sera plus élevé qu'ici. Là qu'ici. Donc, le potentiel de ce point sera plus élevé que le potentiel de ce point. Donc, la chute de tension, elle est dirigée du potentiel moins élevé vers le plus élevé. Donc, le potentiel de ce point, ici, donc représenté par la pointe de la flèche, moins le potentiel de ce point représenté par le talon de la flèche. D'accord? Donc, toujours, on représente les chutes de tension par une flèche. La flèche pointe toujours vers le potentiel le plus élevé, vers le point où le potentiel le plus élevé. Et le talon de la flèche, il représente le point où la tension est la moins élevée. Donc, la tension R fois I, la loi d'Ohm, R fois I, cette chute de tension représente la tension de ce point moins la tension de ce point. D'accord? Donc, par convention, la chute de tension R fois I aux bornes d'une résistance ohmique, donc elle pointe toujours dans le sens inverse du courant électrique. Donc, le potentiel VA moins VB, le potentiel du point A est plus élevé que le potentiel du point B. Ça, on le sait. Pourquoi? Parce que les charges sortent de la bande positive du générateur. Donc, ils sortent avec une certaine énergie. Cette énergie sera dissipée dans le circuit extérieur sous forme de chaleur par effet Joule, sous forme de, par exemple, elle a traversé un moteur qui a transformé de l'énergie électrique en une énergie mécanique ou autre. Donc, le circuit extérieur, qu'est-ce qu'il fait? Il dissipe, il consomme l'énergie. Donc l'énergie, elle sort de là. Donc là, elle est à son maximum. Une partie est dissipée et elle est donc consommée dans le circuit extérieur. Et puis les charges reviennent vers le générateur. Donc lorsqu'elle arrive au point B, lorsqu'elle retourne au générateur, les charges ont une énergie moins élevée. Donc le potentiel du point A sera forcément plus élevé que le potentiel du point B. Donc VA moins VB, c'est une tension positive. Donc, on la représente par une flèche dirigée du point B vers le point 1. Donc, on voit ici que la pointe de la flèche
elle pointe vers le point A qui a la tension la plus élevée et le talon pointe vers le point où le potentiel est moins élevé. C'est comme ça qu'on représente toujours les chutes de tension. Donc, à quoi est égal VA moins VB? Cette chute de tension est tout simplement donnée par la somme des chutes de tension de ce qu'il y a entre les points A et B. Qu'est-ce qu'on a comme chute de tension? Donc, on a E, la force électromotrice du générateur. Donc, je vois que E, la tension E a le même sens que la tension V. Cela veut dire que V, ici, ce sera E, mais ce sera moins RI. Pourquoi? Parce que la tension RI pointe dans le sens inverse de cette flèche. Donc, ce sera E plus l'inverse de RI, moins RI, puisque moins RI va être dirigé dans ce sens. Donc, VA moins VB, ce sera E moins RI. Donc, si on fait le bilan énergétique, alors, on va d'abord parler de la puissance électrique fournie par le générateur. Le générateur travaille, il fournit des charges avec une certaine énergie. Alors, les charges qu'il fournit, elles ont une énergie et la puissance relative à cette énergie, elle est égale à cette différence de potentiel, donc E fois I. D'accord? Donc, on sait que la puissance est donnée par V fois I. Ça, on l'a dit tout à l'heure. Donc, P égale à V fois I. Donc, l'énergie qui a été fournie par le générateur est égale à E fois I. Il a travaillé, il a donné E fois I. Maintenant, une partie de cette énergie-là, où est-ce qu'elle est partie? Elle a été dissipée par effet Joule dans sa résistance interne, n'est-ce pas? Donc, il y a une puissance dissipée dans le générateur par effet Joule. Donc, c'est une perte d'énergie. Alors, elle est égale à quoi? Elle est égale à RI au carré, donc par effet Joule. Donc, et il y a aussi donc une autre partie de l'énergie, où est-ce qu'elle a été dissipée? Elle a été utilisée dans le circuit extérieur. C'est ce qu'on appelle la puissance utile. C'est la puissance qui a servi à alimenter le circuit extérieur. Donc, à quoi elle est égale? Elle est égale à tout ce qui a été fourni au circuit extérieur. Donc, ce qui a été fourni au circuit extérieur, c'est le potentiel de A moins le potentiel de B fois I, n'est-ce pas? Puisque les charges sont sorties avec une énergie au point A et sont rentrées avec une énergie plus faible au point B. Donc, VA moins VB, correspond à l'énergie qui a été perdue dans le circuit extérieur. Donc, VA fois V moins V fois I va me donner la puissance utile, celle qui a servi à alimenter les circuits extérieurs. Et comme VA moins VB égale E moins RI, donc ce sera E moins RI fois I. D'accord? Donc, si je veux maintenant, ça c'est le bilan d'énergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui a été fourni par le générateur, il a été dissipé en partie dans la résistance interne, sa résistance interne par effet Joule, et une grande partie, la plus grande partie a été utilisée dans le circuit extérieur. Donc, PG est égal à quoi? Elle sera égal à PJ plus PU. Alors, si je veux faire le rendement du générateur, le rendement du générateur, il est donné par le rapport entre la puissance utile qui a été utilisée dans le circuit extérieur, donc PU, que divise la puissance électrique fournie par le générateur. Donc le rendement c'est la puissance qui a servi utilement dans le circuit extérieur que divise la puissance qui a été fournie par le générateur. Alors si je remplace chaque puissance par sa formule, je trouve E moins RI divisé par E. Alors, je vois ici que le numérateur est plus petit que le dénominateur. Cela veut dire que eta sera toujours inférieur à 1. Donc, notons que dans le cas d'un générateur idéal, le rendement sera égal à 1. C'est quoi un générateur idéal? C'est un générateur qui ne comporte pas de résistance interne, comme celui-là. Donc, il n'y a que la force électromotrice. Ça veut dire qu'il n'y a aucune perte d'énergie à l'intérieur du générateur. Il ne fait que fournir de l'énergie. Il n'a rien pris pour lui-même. Mais en réalité, tous les générateurs comportent à l'intérieur de leur système donc des conducteurs. Donc forcément, ils comportent tous une résistance interne. Donc les générateurs réels auront toujours un rendement inférieur à 1. Maintenant, parlons des récepteurs. Alors, c'est quoi les récepteurs? Les récepteurs, ce sont des convertisseurs. Donc, ce sont des systèmes ou des appareils qui convertissent
l'énergie l'énergie électrique en une autre forme d'énergie, l'énergie mécanique, chimique ou en chaleur. Donc, leur rôle, c'est le rôle inverse du générateur. Le générateur transforme une énergie en une énergie électrique. Le récepteur, il fait l'inverse. Il prend l'énergie électrique qui a été fournie par le générateur et il la transforme en une autre forme d'énergie. Par exemple, un moteur. Un moteur, il transforme l'énergie électrique, il consomme de l'énergie électrique et la transforme en énergie mécanique. Par exemple, aussi, nous avons euh, le chauffage électrique. Le chauffage électrique prend de l'énergie électrique et la transforme sous forme de chaleur. Donc, les récepteurs, ce sont des convertisseurs d'énergie électrique en une autre forme d'énergie. Voici le schéma représentatif du récepteur. On le représente donc par ce cercle-là. Alors, avec deux pôles, le pôle positif et le pôle négatif, et une résistance interne. Tout appareil possède des conducteurs, il est constitué de conducteurs, donc il possède une résistance équivalente qu'on appelle petit R', où l'énergie est consommée par effet Joule. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Que le récepteur a deux bornes, une borne positive et une borne négative. Que le courant électrique rentre toujours par la borne positive et il sort de la borne négative. Donc, c'est l'inverse du générateur. Alors, euh, la petite E, c'est ce qu'on appelle la force contre-électromotrice, FCEM. Alors, on a notre petite E ou des fois grand E prime. Donc, elle est donnée par la tension, la différence de potentiel entre la borne positive et la borne négative. Donc, petit e, c'est V plus moins V moins. Alors, la borne positive, elle est toujours du côté où le courant sort, plutôt le courant rentre, et la borne négative, elle est toujours du côté où le courant sort. Alors, la force contre-électromotrice s'oppose au passage du courant, ce qui signifie qu'une énergie a été consommée dans le récepteur. Donc, elle correspond à une tension mesurée en volts. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est ici que l'énergie électrique, d'accord, sera transformée en une autre forme d'énergie, à part l'énergie par effet Joule qui a été consommée ici. Donc, de l'énergie rentre, de l'énergie électrique rentre dans le récepteur. Une partie sera dissipée par effet Joule dans les conducteurs du récepteur, mais la grande partie qui sera utile sera consommée ici. Donc, elle sera transformée en une autre forme d'énergie. On prend par exemple l'exemple du ventilateur. Alors, un ventilateur est fabriqué à partir de conducteurs, plusieurs conducteurs et tout ça. Donc, lorsque il va être alimenté en courant, une partie sera dissipée par effet Joule dans les conducteurs du ventilateur. La preuve, des fois, quand on touche le moteur du ventilateur, on trouve qu'il est chaud. Ça veut dire qu'il y a une dissipation de l'énergie par effet Joule. Mais la plus grande partie de l'énergie a été transformée en énergie mécanique. Donc, d'où les ailes du ventilateur qui vont tourner. Donc, c'est une énergie motrice. Donc, on a dit que les récepteurs sont caractérisés par une force contre-électromotrice et une résistance interne R'. Faisons maintenant le bilan énergétique et calculons le rendement d'un récepteur. Donc, question énergie. Le récepteur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de l'énergie à partir du circuit extérieur, probablement un générateur qui est branché ici avec d'autres éléments. Donc, qu'est-ce qu'il a pris comme énergie? Nous avons le courant qui rentre par le point A. Donc, tout ça, c'est le récepteur. Le courant électrique rentre par le point A. Donc, il rentre avec une énergie ici. Cette énergie correspond à un potentiel qui est égal à VA. Donc, une partie de l'énergie sera consommée par effet Joule dans la résistance interne et l'autre partie transformée en une autre énergie dans cet élément-là. Et le courant donc va ressortir du point B. Cela veut dire que la tension ou l'énergie au point B sera inférieure à celle du point A. Donc, qu'est-ce qu'il a pris comme énergie ou qu'est-ce que le récepteur a reçu comme énergie à partir plutôt du circuit extérieur? Il a pris l'énergie du point A
moins l'énergie du point B, donc la différence. Ce qui est entré moins ce qui est sorti. Donc la puissance totale reçue par le récepteur, c'est égal à VA moins VB fois le courant I. Et VA moins VB est égal à quoi? C'est tout simplement est égal à la somme des chutes de tension ici. Donc regardez ici, le potentiel du point A est supérieur au potentiel du point B, donc la flèche va pointer dans ce sens. Alors, nous regardons le sens des deux flèches ici. Il est dans le même sens que celui de la grande flèche. Donc, lorsqu'on va sommer, VA moins VB sera égal à petit e plus R' fois I. Alors, comme on a dit, il y a une puissance dissipée dans le récepteur par effet Joule, ici. Donc, elle est égale à PJ égale à R' fois I au carré. Et la puissance utile, c'est la fraction, ou c'est la partie de la puissance reçue par le récepteur et qui a été convertie en une autre forme d'énergie que l'énergie thermique. Donc, où est-ce qu'elle a eu lieu? Elle a eu lieu ici. Donc, la puissance utile qui a servi dans le récepteur est égale à E fois I. Le bilan énergétique, plutôt le rendement du récepteur, il est défini comme étant la puissance utile sur la puissance totale fournie ou reçue par le récepteur. Donc, c'est E fois I divisé par E plus R'I fois I. Et donc, ça me donne ce résultat E sur E plus R' fois I. Et là aussi, nous remarquons que le numérateur est inférieur au dénominateur. Ça veut dire que le rendement du récepteur sera inférieur à 1. Alors là, je définis ce que c'est un générateur réversible. Un générateur réversible, c'est un dipôle qui peut fonctionner comme un générateur. Il fonctionne comme un générateur si le courant sort de la bande positive. Donc si le courant sort de la bande positive du générateur, donc il rentre dans la bande négative, là on parle d'un générateur. On dit qu'il fonctionne comme un générateur. Et il va se comporter comme récepteur si le courant sort de la bande négative et il rentre dans la bande négative. Donc, c'est un dipôle qui peut se comporter comme générateur ou comme récepteur. Nous passons maintenant à l'analyse du réseau électrique. On va définir quelques éléments. On va commencer par le dipôle. Qu'est-ce qu'on appelle un dipôle? C'est un élément électrique qui possède une borne d'entrée et une borne de sortie. Il est qualifié d'actif lorsqu'il fournit de l'énergie, comme un générateur, et de passif lorsqu'il consomme, comme un récepteur ou une résistance ohmique. Donc, le dipôle est caractérisé par une réponse à une différence de potentiel U entre ces bornes. Donc, lorsqu'il est traversé par un courant électrique, on peut mesurer une différence de potentiel entre ces bornes. Et on peut tracer la courbe, ce qu'on appelle la caractéristique du dipôle, qui est donnée par la courbe U en fonction de I. Donc, la différence de potentiel aux bornes du dipôle en fonction du courant. Alors, on dit qu'un dipôle est passif lorsque sa courbe caractéristique passe par l'origine. Et on dit qu'il est actif lorsqu'il fournit un courant, même en l'absence d'une tension. Et on dit que le dipôle est linéaire lorsque sa courbe caractéristique est une droite. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau électrique? Un réseau est un circuit complexe constitué d'un ensemble de dipôles, donc des résistances, des générateurs, des récepteurs, etc., qui sont reliés entre eux. Donc, dans ce schéma ici, on représente une partie d'un réseau électrique. Alors, on définit un nœud. Le nœud est un point tel que A, ou B, ou C, ou D, ou E, où aboutissent au moins trois dipôles du réseau. Donc, ici, par exemple, au point A, il y a un dipôle qui arrive au point A. Un premier dipôle, il y a un deuxième dipôle, il y a un troisième dipôle ici. Donc, au moins 3. Donc, A est un nœud. Au point B aussi, nous avons ici 4 dipôles. 1, 2, 3 et certainement un quatrième qui vient ici. Là aussi, nous avons 3 dipôles qui viennent sur E, 3 dipôles qui viennent sur D et 4 qui viennent sur C. Donc, A, B, C, D et E sont des nœuds. Et on appelle une branche une portion du réseau telle que, par exemple, AB, comprise entre deux nœuds. Donc, A est un nœud, B est un nœud. Donc, ce qu'il y a entre A et B, on l'appelle une branche. Et la maille, c'est une partie du circuit, donc constituée par un ensemble de branches formant un circuit fermé. Donc, je démarre d'un nœud, par exemple A, je parcours une première branche, j'arrive à un deuxième nœud,
une autre branche B et C. Donc, j'ai parcouru un circuit fermé. Donc, cette partie du circuit constitue une maille. Regardons maintenant les lois de Kirchhoff. Ce sont des lois, en fait, deux lois qui sont basées sur les principes de conservation. Alors, la première loi ou le premier principe est basé sur la conservation du courant électrique ou la conservation des charges. Il est plus connu sous le nom de la loi des nœuds. Donc, c'est un principe de conservation de la charge électrique. Les charges ne peuvent pas s'accumuler en un point quelconque du circuit, elles doivent circuler. Donc, la somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en sortent. Donc, la somme des courants qui rentrent dans un nœud ou la somme des charges qui rentrent dans un nœud doit impérativement en sortir. Les charges ne restent pas, ne vont pas s'accumuler dans un nœud, elles doivent en sortir. Donc, somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Si on prend le cas de cet exemple-là, donc nous avons ici un nœud qui relie 1, 2, 3, 4, 5 branches. Donc, nous avons 5 courants qui sont relatifs à ce nœud. Nous avons le courant I1 qui est un courant rentrant, donc ce sont des charges qui arrivent vers le nœud. Nous avons aussi le courant I2 qui est un courant rentrant. Le courant I3 est un courant sortant. Donc, les charges sortent de la branche 3. Le courant I4 est un courant rentrant, les charges rentrent, et le courant I5 est un courant sortant, les charges en sortent. Donc, combien de courants sortants? I1, I2 et... Pardon, combien de courants rentrants? 3. I1, I2 et I4. Donc, la somme des courants rentrants, I1 plus I2 plus I4 égale à la somme des courants sortants. Donc, les courants sortants sont 2, I3 et I5. Le deuxième principe, ou la deuxième loi, donc, c'est le principe, il est basé sur le principe de conservation de l'énergie et il est plus connu sous le nom de la loi des mailles. L'énoncé de cette loi est comme suit. Dans une maille d'un réseau électrique, la somme des tensions le long de cette maille est toujours nulle. Cela veut dire que la somme des énergies dans une maille est égale à 0. Toutes les énergies qui sont fournies doivent être consommées. Donc, ce qui est consommé moins ce qui est, plus ce qui est fourni est égal à 0. Bien sûr, ce qui est consommé est toujours pris avec un signe moins. Donc, cela signifie qu'en parcourant la maille, tout en faisant attention au sens des tensions électriques, pour chaque élément de cette maille, la somme algébrique des tensions sera égale à 0. Alors, il y a une règle pour pouvoir utiliser la loi des mailles et l'écrire. Donc, l'objectif de la loi des mailles, c'est écrire une équation. Comme on a écrit une équation pour la loi des nœuds, nous allons écrire une loi qui relie les tensions pour la loi des mailles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend une maille, on choisit un sens de parcours arbitraire pour la maille, on désigne le sens du courant, on décrit la maille dans le sens choisi, on écrit que la somme algébrique des tensions est nulle en respectant la convention suivante. Si la flèche tension est rencontrée par la pointe, la tension est affectée du signe plus. Si la flèche tension est rencontrée par le talon, la tension est affectée d'un signe moins. Pour bien comprendre cette loi, nous allons prendre des exemples. Le premier exemple est comme suit. Considérons cette maille, donc qui contient 4 dipôles, dipôle 1, dipôle 2, dipôle 3 et dipôle 4. Alors, nous allons prendre comme sens du courant celui-là. Donc, des fois, on connaît bien le sens du courant, des fois, on ne le connaît pas. Si on connaît bien le sens du courant, donc on prend le sens exact. Si on ne connaît pas le sens du courant, on prend un sens au hasard. Si nous trouvons que que la valeur du courant est positive, ça veut dire que nous avons bien choisi le sens du courant. Si le signe du courant est négatif, cela veut dire qu'on s'est trompé de sens du courant. Donc, ce qu'il faut faire après, donc une fois qu'on a choisi le sens du courant, plutôt préciser le sens du courant, il faut représenter les flèches tension. Donc, au banc de chaque dipôle, nous représentons une flèche tension. Cette flèche dépend bien sûr du dipôle, le type du dipôle, un générateur, une résistance ohmique, un récepteur, un condensateur, etc.
Donc, normalement, on sait comment les représenter. Donc, une fois représentés, on va supposer que nous avons ces quatre représentations. Qu'est-ce qu'on fait? On choisit un sens arbitraire pour la maille. Il est complètement arbitraire. Il n'est pas forcément le même que celui du courant. Il peut être dans le sens inverse du courant. Donc ici, je choisis ce sens et je vais commencer à sommer ces tensions, ces quatre tensions, en suivant le sens de cette flèche. Alors, comment je vais faire? Je vais prendre un point. Il faut toujours prendre un point. Par exemple, là, je prends ce point A et je commence à parcourir la maille dans le sens de cette flèche qui est en noir. Alors, et je vais sommer les tensions, les quatre tensions. Si je rencontre les flèches tension par le talon, je mets un signe plus. Si je rencontre la flèche tension par la pointe, je mets un signe moins. Autrement dit, si la flèche tension est dans le même sens que le sens arbitraire que j'ai choisi, je mets un plus pour la tension. Si la flèche tension est dans le sens inverse, comme ici, alors ici, le V2, sa flèche tension est dirigée dans le sens inverse que celui du sens que j'ai choisi. Donc, je mettrai un signe moins. Donc, commençons par le point A. Qu'est-ce que je vais voir? Donc, qu'est-ce que j'ai? Je vais dans ce sens. Donc, V1 est dans le même sens que la flèche, donc je mets un plus. Alors, j'arrive à le deuxième dipôle, je rencontre la flèche, je rencontre la pointe de la flèche tension. Ça veut dire que V2 est dans le sens inverse du sens que j'ai choisi. Donc, je mets moins. Je continue. C'est pareil pour V3. La flèche tension de V3 est dirigée dans le sens inverse que le sens que j'ai choisi. Donc, je mets un moins. Puis, la dernière tension V4, sa flèche tension est dirigée dans le même sens que le sens que j'ai choisi, donc je mets un plus. Donc, cette somme-là sera égale à 0. Donc, c'est ça l'équation de la maille. Un exemple qui contient, je ne mettrai pas n'importe un dipôle inconnu, mais je vais prendre des éléments qui sont connus. Donc, je vais prendre une maille qui contient donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 dipôles. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un générateur composé des deux pôles. Là, j'ai les deux pôles et la résistance interne. J'ai deux résistances ohmiques R1 et R2. Et j'ai un récepteur de force contre-électromotrice petit e et de résistance interne R'. Donc, là, on a dit que la première chose à faire, c'est désigner le sens du courant. Comme ici, la maille contient un seul générateur, c'est ce générateur qui va délivrer le courant. Forcément, le courant électrique va sortir de la bande positive du générateur. Donc, ce sens-là du courant est le bon sens, obligatoirement. Je ne peux pas me tromper. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut désigner les flèches tension. Alors, commençons par le générateur. La force électromotrice du générateur E doit impérativement avoir comme flèche tension une flèche qui démarre, qui va de la bande négative à la bande positive. Toujours du potentiel le moins élevé vers le potentiel le plus élevé, du potentiel le plus petit vers le plus grand. Donc ici, du moins vers le plus. Donc voici la flèche tension de la force électromotrice du générateur. Alors, la résistance ohmique par R1 est parcourue par le courant dans ce sens. Donc, sa flèche tension est dirigée dans le sens inverse. Donc, la tension R1 fois I, R fois IV, donc la tension R1 fois I, est dirigée dans le sens inverse du courant. Alors, arrivé au récepteur, là, on sait que la force contre-électromotrice du récepteur s'oppose au passage du courant. Donc, ici, la flèche tension est dirigée dans le sens inverse du courant. La résistance ohmique, pareil. Sa flèche tension R' fois I est dirigée dans le sens inverse du courant. Et là aussi, nous avons une résistance ohmique, donc la flèche tension dirigée dans le sens inverse du courant. Et en dernier, la résistance interne du générateur, sa flèche tension RI sera dirigée dans le sens inverse du courant. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prendre un sens arbitraire. J'ai choisi ce sens comme sens arbitraire et je vais commencer à sommer les différentes tensions. Je vais commencer par le point A. Et donc, je vais sommer, en allant, en respectant ce sens-là. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois que la force électromotrice E,
sa flèche tension est dans le même sens que le sens arbitraire, donc ce sera plus E. Alors, je continue dans le sens que j'ai choisi. Alors, cette flèche est dirigée dans le sens inverse du sens, donc ce sera moins R1 fois I. Là, la flèche tension de la force contre-électromotrice est dirigée dans le sens inverse, donc ce sera moins E. Là aussi, moins R' fois I, moins R2 fois I, moins R fois I. D'accord? Donc, il n'y a que la force électromotrice qui a un signe plus. Ceci est dû à la conservation, au principe de conservation de l'énergie. En fait, la seule énergie qui a été fournie dans cette maille, c'est l'énergie a été fournie par le générateur. Donc, le générateur a fourni une énergie, ou plutôt une puissance E fois I. Alors, les autres dipôles, ici, c'est les résistances et le récepteur, tous, ils ne font que consommer de l'énergie. Donc, de l'énergie a été consommée par effet Joule dans les résistances ohmiques. Elle a été consommée ici, transformée en une autre forme d'énergie dans le récepteur. Donc, ici, l'énergie a été fournie et dans le reste de la maille, de l'énergie a été consommée. Donc, forcément, j'aurai un plus pour... Plutôt forcément, j'aurai le signe de E sera l'inverse des autres signes. D'accord? Donc, ce qui a été fourni sera égal à ce qui a été reçu. Si je mets tout ça de l'autre côté, je vais avoir E égal à tout ça. Donc, la tension qui a été fournie est égale à la somme des tensions qui a été consommée. Donc, si après, donc une fois que j'aurai l'équation de la maille, une des choses qu'on peut calculer, c'est le courant électrique, l'intensité du courant qui parcourt la maille. Donc, si je trouve un courant positif, cela signifie que, effectivement, le sens du courant que j'ai choisi est le bon. Sinon, il faut changer de sens du courant. Alors, une petite remarque, la tension électrique au banc d'un ampèremètre, si votre circuit contient un ampèremètre, donc à ces bornes, la tension, la différence de potentiel est toujours très faible. Et donc, on la considérera comme étant nulle.